Donc, je pense que là, on va aborder un peu les questions qui ont commencé à être soulevées dans la table ronde précédente. Moi, je vais essayer de faire vite. Donc, on va faire une première intervention à deux voix, l'un après l'autre. L'idée étant, Pierre Cornu, excuse-moi Pierre, qui donc est à conseiller pour le président de Lyon 3. Ah, Lyon 2. Ce que j'ai dit. Lyon 3. Nous sommes à Lyon 3. J'aime bien Lyon 3, mais pour le moment, c'est Lyon 2. Et ben voilà, c'est ça de travailler dans un presse, on finit par penser que tout le monde est déjà tous ensemble et tout, excuse-moi. Lyon 2. J'espère que ton président ne regarde pas là, excusez-moi. De Lyon 2, donc, et tu as donc participé au groupe de travail. Donc on s'est dit que c'était bien qu'il y ait un point de vue de la médiation et un point de vue du chercheur. Alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein, donc on va passer assez vite. Ensuite, donc, on a souhaité avoir à nouveau non, parce que tu as dit beaucoup de choses, mais on va parler peut-être d'autres choses cette fois-ci, donc sur le point de vue du ministère sur ces questions-là et sur la question de la stratégie. Qu'est-ce qui va se passer? Et le point de vue de l'Europe. Vraiment, merci beaucoup hein, d'être venu. Donc nous on est particulièrement avec Fabrice Andréon. Alors c'est vrai que je ne sais toujours pas exactement comment se définit votre fonction, enfin ta fonction. Voilà. Nous on a beaucoup travaillé, on a eu la chance de participer à pas mal de projets que vous gériez dans le cadre du BCRD 7 sur la sciences et société. Donc on est très en question de savoir ce que tout ça va devenir, parce qu'au niveau européen les enjeux sont quand même absolument fondamentaux aussi. Donc, et puis on va essayer d'avoir du temps pour les discussions, je ne sais pas comment on va faire, mais sinon on discutera en mangeant. Ou dans les ateliers, voilà, on va dire que les ateliers sont vraiment faits pour ça. Donc, très brièvement, on a nous aussi essayé de lister un certain nombre de choses pour essayer de voir comment on pouvait définir, je vous lisais au fur et à mesure, hein, je ne vais pas tout reprendre, mais pour essayer de définir de quoi on parlait, parce qu'on l'a bien vu ce matin, là déjà dans les quelques interventions, qu'il y a des points de vue qui peuvent être très différents sur les choses, et que ça implique des modalités de médiation particulières. C'est vrai qu'on pense pas, alors on a repris un peu les choses à la base, parce que... Comment ? Ah pardon, excusez-moi. Non mais tu sais, c'est comme ça, quand tu commences à vouloir faire vite, après Bon. Donc nous, on a commencé par se dire qu'effectivement, la façon dont on pense la science, hein, c'est un peu de l'épistémologie de base, mais que la façon dont on pense la science, comme on l'imagine, induit certains types de relations à la société qui elles-mêmes vont avoir un impact sur le type de médiation qu'on va mettre en place entre la science et la société. Donc là c'est clair que la science, ça peut être vu comme des résultats des productions qu'il s'agit de communiquer. Donc c'est vrai que c'est déjà un certain type de travail sur une forme de communication scientifique. C'est des pratiques scientifiques et techniques qui diffèrent en fonction des disciplines, en fonction des contextes sociaux, économiques, historiques et politiques, et des lieux où elles se fabriquent, et ça c'est quand même important parce qu'on souvent on l'oublie, et on voit bien par exemple sur des activités quand on fait visiter des laboratoires ou si on va visiter une entreprise, un industriel, on ne va pas, les questions ne vont pas émerger de la même manière. Ou alors une démarche, un processus, et ça par exemple nous c'est ce qu'on privilégie vraiment, c'est de travailler sur ce que c'est que cette démarche scientifique. Et quels sont ces outils. Donc ça induit des positionnements spécifiques, des manières de prendre en compte la fonction de l'ouverture à la société, parce que certes elle n'est pas la même quand on va communiquer des résultats de recherche que quand on va essayer de travailler sur ce que c'est que ce processus. Ce n'est pas la même chose non plus quand on va travailler sur les impacts sociétaux et sur la façon dont la recherche baigne dans un temps, dans un milieu. Et bien évidemment, ça va impliquer des modalités de médiation différentes. Nous, l'enjeu pour nous... Alors attendez, il y a aussi autre chose, parce que... Autre point, c'est la façon dont on pense la science et sa place par rapport à l'ensemble des producteurs de savoir, qui va aussi impliquer fondamentalement une relation à la médiation différente. Et la prise en compte de l'ensemble des producteurs des savoirs, qui est quelque chose qui revient beaucoup avec la question des amateurs, des profanes, des professionnels. Et aujourd'hui, dans les questions des relations art-sciences aussi, qu'est-ce qu'on va chercher dans cette confrontation avec d'autres producteurs de savoir? C'est vrai que c'est quelque chose qui émerge ici, qui existe depuis très longtemps dans d'autres pays.
peut-être aussi parce qu'on a eu jusqu'à présent une vision un petit peu dominante de la science sur d'autres producteurs de savoir, sachant qu'effectivement la science, c'est pas nier le fait que la science est un outil extrêmement puissant qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, et ça depuis un certain nombre de siècles. Bon. Donc, évidemment, l'autre question, c'est la question des terminologies. On voit bien qu'on en a parlé, mais la question des terminologies, elle recoupe à la fois une relation à la science, donc à des usages, et elle recoupe des modalités du coup de médiation. C'est toutes ces choses-là en fait qu'il faut absolument qu'on éclaire et qui sont peu éclairées ici et qui sont quand même, je suis désolée parce qu'à chaque fois moi ça me choque quand même beaucoup, vécues de manière extrêmement conflictuelle entre ceux qui cherchent à imposer un modèle par rapport à un autre. Et je veux dire, à partir du moment où on travaille avec un ensemble, avec des gens, la société donc qui est très large et très variée, qui n'a pas la même relation au savoir, je pense qu'il ne faut pas travailler sur des choses exclusives aujourd'hui, mais essayer de voir comment on peut être intégratif en respectant effectivement les différences, mais en clarifiant les enjeux. On ne pourra avoir un modèle un tant soit peu intégratif que si on précise les enjeux de chaque médiation, qu'on les assume aussi, et qu'on assume toutes les dimensions, qu'elles soient les dimensions politiques, dans certains cas idéologiques, sociales, etc. etc. Bon, je ne vais pas y revenir parce que ça, là, on a parlé, on est aussi traversé dans ces questions-là par les différents modèles, parce que le déficit modèle dont tu parlais, il est quand même extrêmement présent. On peut même dire quand même qu'on en voit une résurgence assez calamiteuse aujourd'hui, et bon... Voilà. Ok. Et ben voilà. Donc on est sur des modèles qui sont profondément hybrides et que aussi tous. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors. Là, on a fait une espèce de liste à la Prévert de, quand on est médiateur, de tout ce qu'on reçoit comme demande. De temps en temps, ce sont des injonctions. Donc quand même, je vais prendre 2 minutes, je vais vous les lire. À chaque fois, quand je les ai listés, ça m'a quand même bien fait rire, et en même temps, c'est absolument désespérant quand on doit essayer de mettre ça en pratique, ou en tout cas faire des choix et savoir comment on argumente. Et donc c'est quand même aussi rendre conscient qui sont les donneurs d'ordre. Parce qu'en fonction des donneurs d'ordre, donc de ceux qui nous financent, on ne reçoit pas les mêmes injonctions, le même degré de liberté, et des périodes. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période, je dirais, qui est particulière au niveau économique, donc on va recevoir un certain nombre de demandes qui sont peut-être pas les mêmes qu'à d'autres périodes. Hein, faire aimer l'entreprise. Et ben voilà, je l'ai mis là, tu vois. Donc, la rencontre, le monde scientifique, la société, faire découvrir et mettre en pratique la démarche scientifique. Puis on verra qu'en plus, tout ça recoupe en fait ces différentes entrées telles que je les ai exposées avant. La question après, c'est comment on met de l'ordre dans tout ça. Éclairer les contextes, les enjeux, les controverses socio-techniques, faire découvrir les métiers de la recherche et les chercheurs, impliquer les citoyens de manière directe dans la recherche, travailler l'acceptabilité sociale des sciences et des technologies, réduire les inégalités d'accès au savoir, donner le goût d'innovation, fermer l'entreprise, etc., etc. Et comme on dépend de financeurs multiples, de différentes échelles territoriales aussi, on reçoit en même temps à peu près toutes ces injonctions-là. Et comme nous avons quand même tous, autant que nous sommes, des difficultés à nous financer, eh ben, on ne sait pas comment gérer ça. Donc, il y en a qui font des choix très précis, donc d'aller plus effectivement sur la question de l'entreprise, sur la question de l'innovation. D'autres qui vont se concentrer davantage sur les questions de vulgarisation, on y reviendra, parce que vraiment, mais arrêtez de parler de vulgarisation, c'est épouvantable, comment vous pouvez faire ça, enfin ça fait 50 ans qu'on a écrit des choses là-dessus, sur le vulgus, il y a d'autres termes quand même, excusez-moi. Non mais, bon. Donc voilà, chacun fait des choix. Et ça finit par, effectivement, donner un secteur qui non seulement est fragile, et qui est extrêmement clivé. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mon analyse, mais quand même, c'est assez questionnant. Et c'est vrai que nous, on essaye, par exemple, d'être le plus intégratif possible, mais tu vois, Alain, quand tu fais des grands événements festifs et qu'en même temps, tu travailles sur l'analyse de controverses, c'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment le modèle intégratif par excellence, mais qui, derrière, s'appuie sur une vraie pensée, un vrai positionnement par rapport à la société et une vraie explicitation des enjeux. Et moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'expliciter réellement les enjeux ici, on ne pourra pas non plus accéder à des modèles un petit peu plus intégratifs et un petit peu plus détendus par rapport à un certain nombre de sujets.
Donc, des outils. Alors, on a essayé de voir comment on pouvait peut-être commencer à aborder des sortes de classifications. Pour l'instant, on vous les livre comme ça. Cet après-midi, le groupe de travail, l'idée, ce serait d'essayer d'avancer là-dessus. Donc apprentissage de la démarche participative, scientifique, vulgarisation de contenu, de résultats de recherche, découverte de la science, du métier de chercheur. Bon, on a mis un petit peu des choses qu'on avait listées parce que chacun est arrivé, effectivement, quand on a dit vous pouvez nous dire ce qui se passe dans votre établissement, on arrive tous avec des listes, mais à l'après-vert, effectivement, de tas de choses et qui finissent par se recouper. Donc bon. Les questions de dialogue sciences et société, sciences en société, vous appelez ça comme vous voulez. Débat, même si je sais que ça ne veut pas dire la même chose, mais enfin, débat, workshop, analyse de controverse. La question des sciences participatives. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, allez voir sur les sites Foldit, Zooniverse. Ce sont vraiment des nouvelles modalités d'implication des amateurs de toutes sortes de publics dans des dispositifs de recherche qui ne sont pas tous équivalents. Parce que ce n'est pas la même chose de prêter du temps de son ordinateur, de la puissance de son ordinateur, pour de la puissance de calcul pour de l'astrophysique. C'est quand même pas la même chose que sur des programmes comme Foldit, par exemple, qui sont des programmes de jeu, où il y a des gamins qui ont réussi alors, je ne sais plus, c'était déplier des protéines, un truc pour le site. Bon. Donc, quelque chose d'extrêmement complexe qu'ils ont réussi parce que c'est des geeks et que c'était un jeu. Ils ont aidé des chercheurs qui cherchaient depuis je ne sais pas combien d'années à régler ce problème qu'ils n'arrivaient pas à régler. Donc, on est quand même dans des dispositifs. Oui, mais c'est absolument formidable. Et ils ont co-signé l'apparition dans un journal qui était le Molecular Biology, qui est une revue de classe A. Donc, on est vraiment sur des dispositifs. Et aussi, c'est pareil. Sur toutes ces choses-là, il faut regarder dans le détail. Les comptages, c'est passionnant les comptages qu'on fait dans la nature. Moi, je veux dire, ça existe au 19e siècle. Hein, donc la science naturaliste le fait. La différence, c'est qu'est-ce qu'on apporte en plus aux gens qui participent. Si c'est juste pour faire du comptage, on peut dire que ça coûte pas cher à la recherche finalement d'avoir des gens gratos qui vont venir faire le boulot de technicien qu'on n'a pas l'argent pour payer. En revanche, si effectivement on accompagne ça d'un travail de montée en compétences, parce que le gros enjeu dans toutes ces nouvelles approches, c'est quand même cette question de l'empowerment, c'est-à-dire la montée en compétences de la société civile qui participe, ça veut dire qu'obligatoirement on doit intégrer une dimension de médiation, effectivement, qui est un petit peu différente. D'où quelqu'un a posé la question des médiateurs. Je pense que cette question de les médiateurs par rapport, donc ce médiateur qui est toujours comme ça entre la société au sens large, qu'on peut appeler de différentes manières, et le monde de la recherche, est quand même essentiel aussi pour les universités. Et eux, ils ne seront pas évalués par les instances de recherche, donc on a peut-être plus de chances que ça. Bon, non mais c'est pour détendre l'atmosphère. Hein. Donc il y a la réarrivée en France des boutiques de sciences, et grâce particulièrement à l'Europe. Et donc il faut saluer l'Europe d'avoir financé un projet qui s'appelle PERARES, dont on est partie prenante d'ailleurs, qui a permis de mettre ensemble les compétences de gens qui ont des boutiques de sciences depuis 25 ans dans les universités. Ça marche dans des tas de pays en Europe. Ici, ça n'a pas marché parce que ça ne fonctionnait que sur la volonté militante d'un certain nombre de personnes qui, une fois qu'ils étaient partis, ça s'est écroulé. Il n'y a jamais eu le moindre soutien sur les boutiques de sciences. Quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, que ce soit à Groningen, Wageningen ou à Bonn, là c'est une association. Cambridge, donc, qui est dans PERARES, a monté une boutique des sciences il y a 3 ans, qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Une boutique des sciences, c'est un espace où une association ou une structure à but non lucratif, donc société civile, qui a une question dans l'exercice de son activité, qui peut être une question qui intéresse la recherche, va voir la boutique des sciences, qui va l'accompagner dans une forme de traduction pour voir quelles sont les questions qui peuvent intéresser la recherche et faire le lien. Alors principalement, ce sont des étudiants de master 2, parce que ça se passe pendant le temps de leur stage de 4-5 mois. Ils vont accompagner l'association dans l'élaboration et, dans la mesure du possible, le règlement de la question. Ensuite, les outils de médiation numérique, ça c'est une chose très importante parce que le numérique, Alain, tu l'as dit aussi, ça bouleverse complètement toutes les relations de pouvoir hiérarchique. Et s'il y a quand même un milieu qui est extrêmement hiérarchique, c'est quand même le monde universitaire. Donc c'est vrai que l'arrivée du numérique bouscule complètement les frontières entre les savoirs, entre les disciplines. Et tout ça derrière, il y a les Fab Labs, enfin il y a un certain nombre de choses. Donc on s'est dit, maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on essaye de dégager une forme de typologie, donc en fonction de quels critères. C'est pas moi. Hein.
que j'ai fait? Vous avez éteint le vidéoprojecteur. Moi? Bon, on va continuer quand même. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on commence à voir comment on pouvait dégager une typologie. Et alors la question, c'est en fonction de quels critères? Alors on en a listé, ils sont tous avec des points d'interrogation, je pense qu'on va travailler dessus cet après-midi, mais je pense que ça demande énormément de temps. Tout ça dans le but quand même de donner un peu de clarté et de voir comment, en l'occurrence, puisque c'était la question qui nous était posée sur la question des instances d'évaluation, comment on pouvait vous éclairer sur la complexité de ce champ quand même, et pour faire évoluer les critères effectivement. Donc on s'est dit, bon, diffusion, alors la diffusion d'un côté, la question du partage des connaissances de l'autre, ça déjà c'est quand même un espace sur lequel il faut travailler. Est-ce qu'un critère c'est la passivité des gens qui participent ou la participation? C'est-à-dire là on est sur entre le top-down et le bottom-up, donc on est sur des choses de réception passive et de la participation. Est-ce que c'est le niveau d'interaction entre les acteurs, entre les différents producteurs de savoir, les chercheurs de différentes disciplines, le public. Autre entrée possible, l'utilité pour les parties prenantes, c'est-à-dire les chercheurs, les étudiants, les publics. Comment on fait pour évaluer l'utilité que ça a? Donc ça peut-être tu vas nous en parler un petit peu, en tout cas sur les étudiants et les publics. Nous on fait des études, c'est compliqué parce qu'on est obligatoirement dans du qualitatif et pas dans du quantitatif et sur la base de critères qui n'ont pas encore été vraiment définis. Après il y a la question du quantitatif, on peut aussi dire il faut faire 30 confs, voilà. Le transfert effectif d'outils et de méthodes, donc de démarches scientifiques vers la société. Comment intégrer ce critère-là, jusqu'où? Après, c'est la question des publics touchés, les typologies de publics. La question de la fidélisation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut évaluer le fait de travailler sur des actions qui se développent dans le temps ou plus les actions de type one-shot. Ensuite, la question du temps effectif passé et la durée réelle des actions, c'est-à-dire entre quelqu'un qui va participer une soirée 1 heure à une conférence ou 2 heures à la fête de la science et quelqu'un qui va s'engager dans un dispositif dans la durée d'accompagnement de questions citoyennes, c'est quand même pas tout à fait la même application. Voilà, donc ça c'est ce sur quoi on a travaillé. Juste pour terminer, parce que j'entends régulièrement, c'est pas dans les missions des enseignants-chercheurs de faire ça. Bon, alors il y a c'est juste pour un petit élément de réflexion. L'IRSN, donc chaque année sort un document sur la perception des risques, donc celui de 2012. Donc c'est l'Institut de recherche en sécurité nucléaire. C'est sécurité le mot? Sécurité nucléaire. Donc, sûreté, voilà, sûreté. Ils abordent un certain nombre de thématiques. Et alors, donc, en 2012, donc, les Français considèrent qu'on leur ment pour donc, 64% sur les centrales nucléaires, 67% sur les usines chimiques, 59% sur les antennes de téléphonie mobile, 61% sur les OGM, 78% sur les conséquences de Tchernobyl en France. Alors, qui ment et qui est compétent sur les risques nucléaires, là on n'est plus ciblé. Et c'est ça que je voulais vous montrer, parce que c'est là où il y a quand même quelque chose qui devrait demander à réfléchir aux chercheurs qui considèrent que ça ne fait pas partie de leur mission de travailler avec la société. Le gouvernement ment pour 90% et est incompétent pour 70%. Les journalistes sont compétents pour 33%, mentent pour 59%. Donc ils précisent leurs sources d'information. Et alors la page d'après, ça devient vraiment intéressant. Le CNRS est jugé compétent par 89% des Français, mais dit la vérité pour 59%. L'Académie des sciences pour 71% et dit la vérité pour 50%. L'autorité de sûreté nucléaire pour 70%, mais dit la vérité pour 38% des sondés. EDF 44%, Areva 47%. Et les ONG écologistes sont compétentes pour 61% et disent la vérité pour 59%. C'est le seul acteur aujourd'hui qui est presque équilibré entre la compétence et la notion de vérité. Je ne sais pas si ça vous interroge, mais je pense que ça devrait, parce que le gap il est de plus en plus énorme entre la compétence et la capacité à dire la vérité telle qu'elle est perçue. Pardon ? Oui, mais c'est un exemple. Tout ça pour oui. Alors, effectivement, il y a des chercheurs, Daniel Bois au CEBIPOF, ils corrèlent la défiance par rapport aux technologies et aux sciences avec la défiance et la perte de confiance dans le politique et les élus en période de crise. Certes, mais si ça ne veut pas dire que le monde de la recherche a quand même un rôle et une mission fondamentale, si on ne veut pas que la catastrophe soit encore plus grande qu'elle commence à l'être en Occident, moi, je pense qu'effectivement, il faut peut-être aller faire autre chose. Je vous remercie, excusez-moi, je suis un peu provocante, mais c'est aussi pour activer le débat. À toi, Pierre. Bien, c'est effectivement très facile de prendre la suite de ce discours. Merci beaucoup, Béatrice.
Excusez-moi. Alors, en fait, j'ai le choix entre faire semblant de ne pas avoir entendu la question ou retourner travailler pendant 1 an ou 2 avec mes collègues pour trouver une réponse. On va chercher une voie moyenne. Alors effectivement, j'interviens à cette tribune aujourd'hui en tant que représentant de l'Université Lyon 2, une université qui est rentrée un peu tardivement dans le dispositif de réflexion sur la reconnaissance des actions de sciences-société, ce qui ne veut pas dire que ça ne se pratique pas depuis longtemps, au contraire. Je crois qu'effectivement, on arrive dans une phase où les établissements de sciences humaines et sociales se pose la question de comment donner une forme plus visible, de comment rendre plus pérenne des expérimentations, des bricolages, des pratiques qui sont dans le vécu quotidien des enseignants-chercheurs et des autres personnels, mais qui n'apparaissent pas à chaque fois qu'il faut mettre en avant les actions des établissements. Ça n'est jamais dans les bilans, ça n'est jamais dans la manière dont on se met en avant. Alors, effectivement, je parle au nom d'un établissement de sciences humaines et sociales uniquement, un établissement pour lequel donc il y a un risque de confusion entre l'objet de la recherche, la société et l'humain, et les relations avec la société et l'humain. Donc on est d'emblée dans une relation double, dans une relation au second degré avec la dimension sociale. Ce qui veut dire que pour nous, les chercheurs sont des acteurs sociaux qui ne doivent jamais l'oublier, et la société n'est pas un bloc, ce n'est pas une masse, il y a différents acteurs qui ont une perception différente, qui ont des enjeux différents par rapport au savoir, qu'ils soient des savoirs de sciences sociales ou des savoirs de sciences exactes. Alors, si on dit quelques mots pour commencer de ce qui est le domaine des pratiques existantes, alors il n'y a pas eu, dans l'univers des sciences humaines et sociales, d'inventaire, d'études statistiques. Je ne peux pas m'appuyer sur une étude précise, donc c'est plutôt du ressenti d'un chercheur qui est un petit peu sensible à ces questions-là. Je dirais que dans le champ des sciences humaines et sociales, on ne peut pas dissocier les méthodes, les grands paradigmes et le rapport à la société. Et ça ne fait pas simplement des clivages entre disciplines, ça fait des clivages entre chapelles au sein des disciplines. C'est-à-dire que, selon les écoles sociologiques, on n'a pas le même rapport à l'acteur, à l'enquêté, selon qu'on va faire des sondages avec une approche quantitative ou qu'on fait un traitement différent sur de l'entretien. Simplement, je crois que ce qui est transversal aux pratiques des chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est l'idée que il y a une frontière extrêmement mouvante et poreuse entre ce qui est la pratique de la recherche, ce qui est la pratique de la formation, ce qui est la vulgarisation avec tes guillemets si tu veux, et ce qui est la relation gratuite entre guillemets avec la société. Et qu'on est dans la confusion, mais on est aussi dans le mal-être pour les personnels, d'avoir l'impression que pour faire bien la recherche, pour faire bien la formation, il faut surinvestir les relations avec la société, que ça soit pour gagner la confiance d'un terrain d'enquête, pour trouver des acteurs qui veuillent bien répondre à nos sollicitations, pour accéder à des données, à des ressources, et que donc, à la fois pour nous, il y a évidemment synergie entre recherche, enseignement et lien avec la société, mais il y a aussi risque d'un surtravail. Et que ce surtravail, il n'est pas partagé par tous. Et que du coup, le problème de savoir comment il est reconnu, comment il est compté, comment il est payé, parce que ça compte aussi, c'est un enjeu central, mais qui traîne dans les conversations sur le mode de la plainte depuis trop de temps. Et effectivement, il est peut-être temps de passer de la plainte à des propos qui sont du côté de la construction. Alors, je crois qu'il ne faut pas mélanger, effectivement, dans la pratique des chercheurs, ce qui est cette ouverture, cet altruisme aussi, en direction du citoyen, de ce qui est, effectivement, la diffusion. Je crois que là, on a commencé à poser les termes du débat. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, on pourrait rejoindre un petit peu l'étude statistique qui a été présentée tout à l'heure. Effectivement, c'est quand on arrive au sommet de la pyramide qu'on a la parole légitime pour parler de la science, la diffuser, faire des conférences, etc. Je crois que là, on est sur un autre terrain et que, effectivement, s'il s'agit de donner à voir la vérité de la science, avec des guillemets bien sûr, mais cette vérité qui est l'acte même de la recherche, l'acte même de la pensée, de la construction des hypothèses, des protocoles d'enquête, ça peut se faire à tous les échelons de la recherche. Ça n'est pas simplement le directeur de recherche qui a la compétence de dire voilà quel est le paysage et voilà ce que nous avons trouvé. La recherche en train de se faire, elle commence avec les étudiants. Alors, effectivement, il me semble qu'on est à un tournant
de ces pratiques mouvantes et de leurs frontières, avec des pratiques émergentes qui sont plus réflexives, qui sont plus collectives, qui sont davantage dans la construction hybride, avec des acteurs, avec des institutions, des organisations, des entreprises, y compris dans un domaine comme le mien qui est la recherche historique. Et je crois qu'on est au moment où il faut faire un bilan des pratiques inscrites dans la routine, de celles qu'il faut inventer, et de celles qui ont besoin d'être plus visibles. Et il me semble que le moment surtout est venu de sortir du cloisonnement disciplinaire, parce que finalement chacun pense ses expériences à la lumière de son petit univers professionnel, et il y a beaucoup d'éléments qui sont transversaux. Et je crois qu'en faire prendre conscience, d'abord, ça permettrait aux chercheurs et aux autres personnels de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir ces problèmes-là, que des solutions ont été trouvées ailleurs, en Suisse ou en France, et qu'il faudrait peut-être effectivement mettre en commun ces idées. Donc, besoin de mutualisation de l'expérience, c'est le premier que j'identifie. Besoin de placer dans la course qu'est notre métier actuellement des temps de réflexivité, d'échange, de bilan, qui ne soient pas pris sur les vacances et le temps de sommeil, et qui permettent effectivement d'avoir des tiers-lieux, d'avoir des moments de pause où on peut échanger avec d'autres acteurs, où on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans le paraître intellectuel, et on peut mettre sur la table ses doutes, ses expériences, ses réussites et ses échecs. Je pense qu'on n'a pas assez de réflexion sur l'échec en sciences, et que si on avait cette réflexion-là de manière plus ouverte, peut-être qu'on aurait plus un discours sur le vrai par rapport aux gens auxquels on s'adresse. Alors, je disais, je représente ici une université qui est arrivée tard dans le dispositif, mais qui est en train d'essayer de prendre conscience de ce qu'effectivement c'est un enjeu vital pour le maintien, la pérennisation des activités d'enseignement et de recherche, mais que également ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul établissement, que c'est des choses qu'il faut penser là aussi à une échelle supérieure, au moins à l'échelle du Presse sur Lyon, dans des échanges avec d'autres lieux où il y a des expérimentations de ce même type, et qu'il serait peut-être souhaitable d'essayer d'inventer des structures, pas forcément des structures lourdes, mais au moins des structures qui aient un peu de visibilité, un peu de pérennité dans le paysage, où il y ait quelque part des poissons pilotes qui expérimentent à Lyon ceci, à Toulouse cela, à Lille autre chose, et qu'ensuite on puisse mettre en commun ces expériences et voir lesquelles sont transférables et lesquelles sont propres à tel ou tel lieu. Il me semble, et là c'est quelque chose qui est peut-être propre aux sciences humaines, qu'il faut accepter que cette invention de tiers-lieux, de moments de réflexivité critique, implique immédiatement une dimension politique. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot politique. Il faut accepter que la science dans la cité a une fonction politique majeure et que justement, si on veut montrer qu'on met les choses sur la table et face aux acteurs sociaux et aux citoyens, qu'on a conscience des enjeux de ce qu'on dit, il faut accepter que le débat il soit politique. Et donc, il n'est pas « nous sommes dans la rationalité, vous non », et donc nous avons raison et vous pas. Il faut accepter l'idée que les objets de la science, en tout cas en sciences humaines et sociales, c'est une évidence, sont dans le débat civique et que ce débat il doit être ouvert, démocratique et donc impliquer les acteurs dans une logique transversale et non pas hiérarchisée. Il me semble qu'effectivement, alors, il faut pousser ce dialogue qui vient pour nous des premières expériences du dialogue pluridisciplinaire. Il faut le pousser un cran plus loin. Il faut construire un dialogue qui soit plus courageux, plus pérenne là aussi, entre les sciences humaines et sociales et les sciences dites exactes. Il faut aller plus loin dans cette direction-là, non pas forcément dans la logique de sciences humaines qui penseraient les sciences exactes dans leur rapport à la société. C'est un peu cette tentation, il faut être clair. Dans tout le domaine de l'histoire et de la sociologie des sciences, on a un petit peu tendance à dire, voilà, on va vous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez et pourquoi la société réagit mal à ce que vous proposez. Non, je crois qu'effectivement, il est très important que la totalité des acteurs du champ scientifique ait un accès au débat citoyen, quel que soit le degré de complexité, d'ésotérisme de leur champ de recherche. Parce que si certains confisquent la médiation, eh bien on va se retrouver avec le même problème de confiance que tu as soulevé dans ta présentation. Alors, je vais directement à la conclusion et puis on verra si on a dans le temps de discussion le moyen d'aller plus loin, mais moi je dirais qu'il y a 2 points qui me semblent importants au stade où on en est dans notre réflexion. D'abord, effectivement, il est impératif de se débarrasser définitivement du schéma descendant
de diffusion de la connaissance de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause la diffusion descendante des savoirs. Les savoirs descendent, effectivement. La relation pédagogique, on ne peut pas la changer. Même si on peut y inclure une dimension contraire. Mais l'idée de la science en train de se faire, elle ne peut pas être descendante. On ne peut pas vendre avec des arguments de pouvoir le doute. C'est contradictoire dans la démarche. Donc, il me semble que ça doit interagir là aussi avec ce que nous sommes en train de bricoler sur la reconnaissance des actions en direction de la société, des enseignants-chercheurs notamment. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée qu'on ne va pas se mettre aujourd'hui, ici ou ailleurs, à inventer une norme préétablie qui va dire ce qu'est la bonne action en direction de la société. Je crois qu'il est fondamental qu'on parte systématiquement de l'expérience de la pratique. C'est-à-dire que ceux qui cherchent, qui essayent, qui expérimentent, qui se donnent de leur temps, encore une fois dans une dimension qui inclut de l'altruisme dans la relation à l'autre, puissent dire, voilà, moi je vais construire mon dossier, quel que soit le statut du personnel, en incluant cette dimension. Et ce qu'on peut attendre des institutions, que ce soit des institutions du CNRS, de l'université ou autres, c'est qu'elles soient capables d'entendre des paroles qui viennent de la pratique et qu'on n'ait pas une grille prénormée sur ce que doit être la bonne pratique. Il me semble que si on veut une recherche innovante, on doit accepter qu'elle innove par le bas et aussi par la relation à la société. Et qu'aller au bout du processus de réflexion, c'est inclure l'idée que rentrent dans la vie du chercheur des choses qui ne sont pas construites dans les paradigmes fondamentaux de sa discipline, qui viennent d'ailleurs, qui sont impures en apparence et qui pourtant enrichissent la démarche et les questionnements. Il me semble également, on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, je conclurai là-dessus, qu'il y a une forte contradiction. Non pas sur la bienveillance des institutions, mais une contradiction qu'on n'arrive pas à gérer entre l'idée que le monde académique est inscrit dans une logique de compétition, voire de combat pour la survie. On est dans le struggle for life actuellement. Et l'idée donc que ce sont les plus forts, les plus pointus qui vont triompher et que tout le reste, eh bien, on n'a plus le temps, c'est du luxe. Et puis de dire effectivement, on est ouvert, tolérant, libéraux et qu'il faut qu'il y ait une place pour tout le monde dans la maison commune. Et on n'arrive pas à faire avec ces deux choses. Et effectivement, on ne peut pas supprimer l'espace de la compétition. Si on étouffe l'espace de la médiation, on meurt aussi. Et donc il faut penser une pratique professionnelle un peu duale, avec deux types de temps, deux types d'espace. Et ce qu'on cherche à inventer, c'est ça. C'est un espace où il y a le temps. On ne soit pas dans le conflit entre écoles, entre disciplines, entre chapelles, entre laboratoires, entre universités, mais on puisse vraiment échanger des pratiques. Et après, on revient dans le monde de la compétition. Parce que finalement, on cherche à être excellent. Mais pas être excellent au prix de la destruction du paysage académique. Voilà, merci. Merci beaucoup Pierre pour la finesse et la complexité et la clarté de ta pensée. Je pense que ça va donner lieu à certainement des questions tout au long de la suite de la journée. Sylvane. En essayant de ne pas toucher à ça. Ah, tu as un PowerPoint ? Oui, alors il faut changer de... Toc toc, il faut juste mettre. Non, ça c'est bien. C'est celui-là. Ah non, c'est bien. Non, c'est bien. On va voir tout de suite si c'est voilà. Alors par contre, il ne faut rien toucher là. Non, non, mais je vais me mettre ailleurs. Non, non, je dis ça pour moi. Tel écran, ça se met où? Vas-y, c'est bon. Là. Alors, en fait, je crois que Pierre a tout dit. On ne s'est pas concerté, mais enfin, vous allez retrouver, je pense, des choses qui sont des parentés entre ce qui vient d'être développé par Béatrice et puis par Pierre, et puis la réflexion dont je vous disais tout à l'heure dans l'introduction du colloque, que en fait, ce que vous allez voir là, c'est pas moi où je travaille avec Aliette Beignet-Armel, que vous connaissez peut-être, hein, qui fait un travail superbe sur le champ sciences et sociétés depuis, je crois, 8 ans au ministère de la Recherche, et qui d'ailleurs a été une rescapée de la, comment dire, de la destruction systématique des équipes sciences et sociétés au ministère de la Recherche, qui a été menée depuis 2008. Donc Aliette, s'il n'en restait qu'une, ben, elle est celle-là, et puis heureusement qu'elle est là, parce que ça a permis véritablement d'avoir une continuité
continuité, de transmettre l'historique et d'avoir aussi les bases de la réflexion. Donc, pour compétente qu'elle soit, c'est pas aller être toute seule dans son bureau, et a fortiori encore moins moi qui avons conçu ce qu'on vous présente là, mais c'est vraiment le résultat d'un ensemble de concertations. On a mené 4 ou 5 réunions avec l'ensemble des acteurs disons du champ sciences et sociétés ou CSTI. Je les ai cités tout à l'heure, je ne vais pas les reciter maintenant, je n'ai pas mis le transparent où on les avait notés. Ils sont nombreux et ils ont tous apporté leur pierre, et quelquefois ça n'étonnera pas le sociologue, c'est un peu compliqué de faire la synthèse quand les visions sont effectivement assez orthogonales et que vous avez un groupe qui vous dit c'est ça et c'est pas ça, et que le groupe suivant vous dit ah non, c'est ça et ce n'est pas ça, et c'est évidemment juste l'inverse. Bon. Cette introduction donnée, je vais essayer d'aller rapidement au fait. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cette stratégie nationale sciences et société? D'abord, hein, comme je le disais, c'est pas un texte législatif, et c'est quelque chose qui doit compléter la stratégie nationale de recherche qui est en cours d'élaboration et qui va donner quelques grandes priorités à la recherche française pour la ponter avec les enjeux sociétaux. Pour autant, toute la recherche ne sera pas dans la stratégie de recherche, hein, et heureusement, donc ça n'empêchera pas de faire toute la recherche qu'on fait. Je précise bien, c'est quelques focus en lien avec quelques enjeux. Alors, donc parmi les focus, il y a effectivement sciences et société, et il y a ces éléments de réflexion que je vous soumets. Alors la première des choses à faire, c'est exactement ce que disait Béatrice, ça a été de définir le champ. Je dis, mais de quoi parle-t-on quand on parle de culture scientifique et technique et de sciences et société? Alors on a essayé de faire un schéma, et voilà un peu où on en est arrivé. Moi, au départ, on avait fait un schéma un petit peu différent. Là, l'idée, c'est que on a essayé d'identifier des champs par rapport à des enjeux ou des objectifs, un public. Alors ces 2 critères, il y en a sans doute d'autres, ils sont critiquables, bon. Mais évidemment ces champs sont interconnectés, hein, c'est ce que veulent dire les intersections. Alors ne voyez pas de message particulier par rapport à la taille des intersections, hein, j'ai fait le PowerPoint comme je pouvais en essayant qu'il soit lisible. Il n'y a aucune réalité scientifique dans la taille des patates. Non, mais c'est important parce qu'en général c'est pas le cas quand les schémas sont bien faits. Alors, le premier des champs qui nous semblait, je vais faire pareil que Béatrice, qui nous semblait évident, en tout cas, c'est celui de la culture scientifique et technique, et on s'est dit c'est une partie du champ sur ces sociétés, ce n'est pas tout le champ sur ces sociétés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce que l'on s'est dit, c'est finalement, tous les acteurs ne sont pas d'accord, mais l'ensemble arrive quand même à dire qu'on est quand même plutôt dans le champ de la pédagogie, dans le champ de... Alors, quand on dit pédagogie, il y a 3 méthodes pédagogiques au moins. En tout cas, il y en a 2 qui sont célèbres, celle de l'éducation nationale, ou ce que je suis en train de faire en ce moment, hein, du didactique, bon, ok, mais il y a quand même la méthode de la découverte, hein, Freinet, c'est les années 20, donc la pédagogie, c'est aussi la méthode de la découverte. Donc, on est dans le champ de la pédagogie, on est dans le champ de la découverte, on est aussi dans le champ de la culture générale, au bon sens du terme, donc du développement de la créativité, de l'appropriation de la démarche scientifique. Donc, on a quand même quelque part des messages, des démarches, des contenus, des résultats à partager avec un public. Alors quel public? Et là on s'est dit très souvent ce sont quand même les jeunes qui sont la cible principale des acteurs qui font de la culture scientifique et technique, même si les citoyens ou le grand public est concerné aussi, notamment dans les musées, mais c'est vrai que la grande cible des CSTI ou des associations, c'est les jeunes. C'est le premier champ. Il y a un deuxième champ, alors qui est en bas et qui est en mauve. Je ne sais pas si ça sort mauve là-dessus. Oui, ça sort mauve. C'est celui du dialogue et du débat public. Alors là, l'enjeu, c'est comment en fait avoir une coopération
entre les scientifiques et les citoyens cette fois, donc c'est pas le grand public, c'est vraiment les citoyens, c'est-à-dire vous et moi, impliqués dans un processus de décision publique ou d'appui aux politiques publiques qui doit déboucher sur une décision politique in fine. Bon. Ce débat et ce dialogue public inclut bien évidemment la nécessité d'expertise, et le rôle de l'expert prend naturellement sa place dans ce débat public. Dans cette acception-là, hein, et encore c'est un choix, on peut le critiquer, il n'est pas forcément, la polémique n'entre pas forcément dans ce champ-là. Dans ce champ en mauve, il n'y a même pas forcément de polémique, il y a plutôt de la co-réflexion, de la co-construction. Bon, c'est par exemple des débats citoyens qui sont organisés sur un territoire pour voir si on doit ou pas aménager un barrage ou comment on doit ou pas gérer les ressources en eau. À IRSTEA, un certain nombre de sociologues ont des projets de recherche sur tout le bassin méditerranéen qui associent dans des groupes de travail des paysans, des agriculteurs, des politiques, des administratifs pour dire quelle est la meilleure façon de gérer la pénurie d'eau. Bon. Donc là, on n'est pas du tout dans la polémique, on est vraiment dans la créativité ensemble, dans la co-construction. La polémique, selon nous, elle passe du côté du cercle rose, la controverse, sachant qu'il faut distinguer deux types de controverses. Une controverse vertueuse qui est la controverse scientifique, tu viens de parler des différentes tendances qu'on peut trouver en sociologie. Il y a des controverses entre les bourdieusiens puis les autres, etc. Crozier, Bourdieu, je me souviens quand je faisais de la sociologie des organisations, il y avait des batailles épiques, mais ça restait de la controverse scientifique. Il y a des arguments scientifiques. Bon. Et puis il y a les controverses qui sont plutôt des situations de crise ou des situations de polémique qui peuvent impliquer ou non des scientifiques. Si je prends la crise Serralini, les OGM, les rats, etc. de l'automne, on est dans une controverse qui est à la fois scientifique et à la fois une controverse polémique parce qu'elle se ponde sur des prises de position quelquefois assez idéologiques de la population. Bon, si on prend le climat, on peut en aligner comme ça un certain nombre. Donc, troisième champ. Et puis le quatrième champ, qui nous semble encore de nature complètement différente, c'est les sciences participatives dont on a parlé. Je crois que je vais pas revenir là-dessus. Béatrice a très bien expliqué de quoi il s'agissait en donnant des exemples. Et là, avec un enjeu de coproduction des connaissances ou de production de données. Et puis, englobant tout ça, je ne sais pas exactement si c'est un cinquième champ, mais c'est plutôt englobant, il y a effectivement l'étude globale du champ, l'épistémologie du champ sciences et sociétés, sur lequel il y a des projets probablement de recherche à lancer, à monter. Le débat qu'on a ce matin sur comment est-ce qu'on peut nommer ce champ-là et qu'est-ce qu'il faut... comment le représenter et comment le définir montre bien qu'il y aurait probablement de la recherche à faire dessus. Voilà, donc la première chose, c'est essayer d'identifier les quatre champs. Ensuite, à partir de la pluralité des acteurs et de l'ensemble de ces champs, on s'est dit une stratégie, il faut donner quelques principes pour la construire. Donc déjà, le premier principe que j'aurais dû remettre en tête d'ailleurs, c'est celui de la subsidiarité. Alors c'est exprimé en rouge là sous le transparent. La subsidiarité, c'est laisser au niveau local ce qui peut être le mieux fait au niveau local et ne garder au niveau central que ce qui ne peut pas être fait au niveau local et ce qui peut donc être fait au mieux au niveau central. C'est un principe cher à l'Europe, et qu'on a beaucoup de mal à ne pas confondre en France avec la féodalité. Alors, donc, l'idée, c'est d'arriver à organiser, donc, selon ce principe de subsidiarité, l'aspect sciences et sociétés, et au niveau régional, les opérateurs, véritablement, mais les chercheurs sont des opérateurs dans ce discours-là, et au niveau national, si je paraphrase Louis Gallois, impulser le mouvement et fédérer les initiatives. Et si on arrive déjà à faire ça, on aura, je pense, fait notre boulot. Alors ça, c'était le principe central. Ensuite, principe, je remonte vers le haut, interdisciplinarité, on en a déjà parlé longuement, je ne commente pas. Interministérialité.
quand on apprend le ministère de la Recherche en disant il va faire une stratégie nationale de sciences et sociétés, ben on a tout faux, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs au sein du gouvernement qui revendiquent une part de ce champ, et c'est normal. Alors bon, là j'ai cité l'écologie, l'agriculture, la santé. Bon, bien évidemment, la culture et l'éducation nationale. Et puis quand on creuse, en fait, on est à peu près à 10 ministères qui devront se mettre autour de la table pour se coordonner et pour coordonner la stratégie. Alors maintenant, si je redescends, autre principe important, la complémentarité des acteurs. La coopération dont parlait Pierre, la transversalité. Dire qu'un acteur tout seul ne va pas y arriver. Bon, on a vu ce matin que si les chercheurs s'y mettent tout seuls, il y a quelqu'un qui a dit on ne peut pas mettre un chercheur devant chaque classe. Ben non, et les chercheurs, ils sont nombreux, mais ils n'y arriveront pas. Il faut aussi des médiateurs. Il faut donc des chercheurs et des médiateurs. Bon, après, les médiateurs, ils sont dans plusieurs organismes. J'ai entendu parler d'Universcience. Universcience, si c'est pour faire du dialogue sciences et sociétés dans la périphérie de Lyon, ça ne sert à rien. Mais Universcience, là où il est, pour attirer des cohortes de gens de toute la France, voire de toute l'Europe, pour aller voir des grandes expositions et pour être une sorte de vitrine de la médiation scientifique, là, Universcience joue son rôle. Il faut les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Bon, par contre, il ne faut pas mélanger les rôles. Alors, donc, complémentarité des acteurs, complémentarité aussi des solidarités des politiques, les régions, les élus qui doivent aussi vous aider, solidarité aussi des acteurs économiques. Et puis, dernier point, partenariat, on en a parlé aussi, on ne peut pas tout faire tout seul, mais on ne peut pas non plus tout payer tout seul. Donc, les crédits du ministère ne sont pas en augmentation, c'est un euphémisme. Par conséquent, enfin de l'État, parce que le ministère de la Recherche a peu de crédits, c'est le ministère de la Culture qui a l'essentiel des crédits en culture scientifique et technique, mais il n'y en a de toute façon pas, il n'y en aura pas plus, donc il faut en trouver ailleurs, donc partenariat. Voilà les principes. Alors ensuite, au niveau de la stratégie, c'est comment découper un peu les cibles et voir les grands objectifs pour arriver après à faire des actions qui sont effectivement, si possible, des actions intégratrices. Alors, on a quelques collèges de cibles. Le premier collège, c'est les citoyens. Alors, bon, je ne suis pas très contente de ça parce qu'on a 2 fois citoyens, mais bon. Alors, avec les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire avec comme objectif, et on va retrouver la liste à l'après-vert, ça me faisait sourire de Béatrice tout à l'heure, comment familiariser les citoyens ou familiariser davantage les citoyens à la démarche scientifique, comment les informer aussi, ils ne connaissent pas tout sur l'actualité de la science. Comment les amener, les aider à former leur opinion en connaissance de cause et en comparant, comment favoriser, initier, développer les débats et les forums citoyens et toute forme de science, de démocratie participative autour de la science, comment mettre en valeur les contributions à la coproduction scientifique, et ça c'est les sciences participatives. Deuxième grande cible dans j'aurais pu mettre le grand public plutôt que les citoyens, enfin, je ne suis pas convaincue non plus. Les jeunes, c'est sûr que c'est une cible qu'on ne peut pas abandonner. D'abord, c'est l'avenir. Ensuite, ils aiment la science, ils y vont volontiers, vous le savez tous. On peut continuer à développer leur goût des sciences, éveiller et stimuler aussi leur envie de se diriger vers des carrières scientifiques. Pourquoi pas? Certains disent qu'il n'y a absolument pas de déficit, d'autres disent qu'il y a absolument déficit. C'est pas à nous de trancher, mais de toute façon, on aura besoin de scientifiques, on a besoin de scientifiques et de chercheurs. Et puis pour tous, pour l'ensemble, comment arriver à diffuser, à rendre disponible une culture générale en matière scientifique, technique et industrielle, mettre un bain général avec des grands médias et notamment avec le numérique et avec Internet. Deuxième collège de cible, les leaders d'opinion. Alors parmi les leaders d'opinion, il y a les journalistes. Alors, Geneviève Fioraso disait mardi à un petit déjeuner qu'elle avait co-organisé avec Sylvestre Huette en tant que président de l'Association des journalistes scientifiques. Donc il y avait 20 journalistes et puis il y avait 8 de vos collègues, 8 chercheurs, plus la ministre. Et le débat c'était comment
essayer de sortir de l'irrationnel, disait Geneviève Fioraso, et de faire en sorte que au choc des photos, on puisse préférer le poids des mots. Hein, c'est-à-dire, bon, aux photos là, des rats complètement déformés de Serralini, on ait plutôt un discours qui soit intelligible par tous, mais qui soit le plus rationnel possible sur cette question des OGM. Ça, c'est l'exemple. Alors, un objectif, c'est d'arriver aussi à former les journalistes. Alors, former les journalistes, on ne les forme pas une fois qu'ils sont journalistes. Là, ils ne supportent pas. Par contre, ils supportent très bien d'être formés quand ils sont à l'école de journalisme. Donc, c'est sans doute à notre rôle en tant qu'universitaire, en tant que ministère de l'enseignement supérieur, les écoles de journalisme sont rattachées quand même au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que d'essayer de voir comment introduire des modules de formation à la science, exactement comme ils ont des modules de formation à l'économie et aux sciences politiques. Hein. C'est de la formation de journalistes. Et puis inciter les grandes chaînes publiques à produire, à diffuser des émissions scientifiques. Donc, j'ai plus qu'une minute. Les élus, même chose, les former, les sensibiliser. Et l'enseignement. Alors là, j'ai tous les acteurs qui sont, c'est facile, mais unanimes pour taper sur l'enseignement des sciences à l'école. Et les Français eux-mêmes s'y mettent parce que j'ai un sondage qui dit que 62% des Français pensent que la science est mal enseignée à l'école. C'est un sondage IFOP, Le Monde de la Recherche. Donc, comment, en tant que ministère qui est quand même bien relié à l'éducation nationale, comment avec le MEN, déjà faire aussi des modules dans la formation initiale des enseignants qui va se mettre en place, et puis comment favoriser des opérations qui mettent en contact le monde de la recherche et le monde scolaire. Enfin, dernière cible, vous et nous, la communauté scientifique et la médiation. Donc, les ministères et les institutions de recherche. Bon, il faut favoriser l'étude du champ, ça c'est sûr, coordonner, orienter, piloter, je l'ai dit, mais aussi valoriser les acteurs, on en a parlé ce matin. Les scientifiques, faire connaître et reconnaître les démarches de sciences participatives, c'est peut-être plutôt par les institutions de recherche d'ailleurs. Favoriser la culture du débat public, valoriser les acteurs, on en a reparlé, et les médiateurs, les professionnaliser et favoriser les relations médiateurs-chercheurs. Bon, il y a je terminerai là-dessus, quelques exemples d'actions proposées. Je vous les ai mis là pour vous montrer qu'on n'est pas uniquement dans le méta, mais on est forcément aussi beaucoup dans le méta par rapport à ce que vous faites, vous, qui êtes véritablement dans l'opérationnel. Donc, mettre des objectifs sciences et société dans les contrats d'objectifs des établissements. On a eu le témoignage du CNRS tout à l'heure. Il y a le CNRS, mais il n'y a pas beaucoup d'établissements qui, comme le CNRS, ont des contrats rédigés comme ça. Donc, c'est assez facile pour le ministère de le mettre dans tous les contrats d'objectifs des organismes, et ça, la DGRS s'y engage, et puis je pense que la DGCIP s'y engagera aussi pour les universités. Et puis mettre aussi des objectifs personnels pour les dirigeants d'organismes, pour éviter des choses comme celles qu'on a entendues ce matin, qui seront du style, de toute façon ça c'est pas très utile, puis c'est les mauvais chercheurs qui font de la vulgarisation. Donc si le dirigeant d'organisme a des objectifs personnels et qu'il est rémunéré aussi sur cet objectif-là, peut-être que ça évitera ce genre de débat. Mais enfin bon. C'est une action, là, véritablement, que la tutelle peut faire. Inciter les instances d'évaluation, je n'y reviens pas, on en a largement parlé. Je suis ravie que vous disiez que vous allez faire un groupe de travail, c'est absolument parfait. C'était une des choses que proposé. Bon, je pense que... Ok, non, mais déjà proposé, c'est important. À l'IHEST, on leur a demandé de réfléchir à mettre en place des modules de formation courts pour les leaders d'opinion, donc on a déjà les premières propositions. Il faut qu'on travaille de concert avec l'éducation nationale. Il faut faire de la communication aussi, et peut-être ça c'est le rôle du ministère aussi, c'est-à-dire de faire mieux connaître le champ, son importance, des actions, et on a décidé pour ça de repositionner la fête de la science aussi, pour en faire quelque chose qui, peu à peu, on n'y arrivera pas dès 2013, je vous rassure ou je vous inquiète, mais qui soit aussi, qui ait une visibilité nationale qui soit encore plus mobilisante pour l'ensemble des gens. Faire de la veille et du benchmark, mon collègue va tout de suite exaucer le premier vœu. Et puis évaluer l'impact des actions,
Donc on a décidé de lancer un audit de l'inspection générale sur les actions pour essayer d'en évaluer l'impact et d'en tirer des indicateurs, et c'est pour ça que j'attends aussi beaucoup de la table ronde d'indicateurs cet après-midi. Et enfin, mieux connaître nos cibles, c'est-à-dire aussi aller vers des sondages et puis bien évidemment multiplier les échanges. Et puis le dernier point, mais celui-là je ne vais pas vous passer les slides, ce serait trop long, c'est revoir la gouvernance du système. Bon, en 2012, le 22 avril, si ma mémoire est bonne, elle l'est, un décret est passé donnant à Universcience effectivement le leadership sur l'ensemble du champ, au sein notamment du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, dont la présidence est à Universcience et le secrétariat général est à Universcience depuis ce décret. La loi de décentralisation qui est en train de se préparer va donner aux régions une compétence de coordination de la culture scientifique et technique. Pour le moment, c'est comme ça que l'article est ressorti du Conseil d'État. Ce qui nous permet de revoir, de réouvrir le décret du 22 avril et de revoir la gouvernance et d'essayer de promouvoir une gouvernance au sein du comité national de CSTI, qui s'appellera peut-être plus comme ça, mais de ce comité national, d'en faire un lieu de coordination des acteurs où se discute une stratégie proposée par le ministère de la Recherche et les autres ministères, où elle se valide, où on coordonne aussi un certain nombre d'actions, et où le président serait soit une personne qualifiée, et plutôt un politique, soit une présidente tournante d'un ensemble d'acteurs, auxquels seraient éligibles évidemment les opérateurs comme le CNAM ou comme Universcience, mais seraient aussi éligibles les alliances de recherche, les médiateurs, les associations, et donc on pourrait avoir un conseil national qui soit vraiment plus démocratique, parce que l'ensemble des acteurs pourraient avoir la présidence, chacun à leur tour. C'est le modèle de l'Alliance nationale de recherche à l'envie, qui fonctionne exactement comme ça et qui fonctionne très bien depuis 2010. Voilà, j'ai mis plus d'une minute. Bon, merci, je crois que c'était important pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi découvrir ce qui se travaille en ce moment au niveau national. Donc merci beaucoup. On ne va pas avoir le temps pour les questions, on le fera pendant le repas si ça ne vous ennuie pas, parce que sinon vous ne mangez pas, donc c'est un choix. Vous les mangez, hein. Après le niveau national, non, mais il faut vraiment que tu prennes ton temps parce que c'est extrêmement important qu'on comprenne bien, j'en ai tous d'accord et je pense être convaincus, qu'on a passé là les différents niveaux de stratification de territoire, on va dire, et que du niveau national passer à la dimension européenne, c'est totalement fondamental parce que ça impacte profondément les politiques nationales et territoriales. Donc Fabrice Andréon, à vous. Je sais plus. Hein. Allez. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Béatrice Corc et puis l'université de Lyon 3 de nous avoir invités à venir faire cette présentation. Donc, je vais essayer d'être assez rapide parce que j'imagine que quand même tout le monde a faim, donc je voudrais pas vous affamer. Je vais d'abord essayer de vous expliquer un petit peu comment intervient la Commission européenne, donc le niveau communautaire, le niveau de l'Union européenne. Donc moi j'appartiens à un service qui s'appelle, notre unité s'appelle formellement Gender and Ethics, c'est-à-dire le genre et l'éthique, mais en fait c'est l'unité qui gère donc le programme Science in Society, c'est-à-dire le programme Science dans la société, de la DG Recherche et Développement technologique. Notre programme est rattaché dans une direction transversale de la DG qui s'appelle European Research Area, c'est-à-dire l'espace européen de la recherche, qui couvre notamment tout ce qui est mobilité des chercheurs, mais aussi les infrastructures de recherche, souvent même les très importantes, mais également le programme Humanities, donc les sciences sociales, et la science et la société, donc qui est un service assez important. La DG Recherche, la Direction générale de la recherche et du développement technologique de la Commission européenne, c'est un peu le ministère de la recherche européen, si vous préférez, mais c'est une direction générale qui ne gère pas de recherche directement. C'est un gestionnaire de programmes de recherche, c'est-à-dire que notre DG fait des actions, disons, ce qu'on appelle des actions indirectes, c'est-à-dire un support financier et gère des subventions.
Mais la communauté européenne, enfin l'Union européenne maintenant, fait également de la recherche scientifique directe, et ça c'est ce qu'on appelle le JRC, c'est-à-dire le Centre commun de recherche, qui est en fait l'héritage du traité Euratom. Et c'est une autre direction générale de la Commission qui est différente de la DG Recherche à laquelle j'appartiens. Moi-même je suis pas scientifique, donc je suis docteur en droit et diplômé de Sciences Po, donc j'ai pas vraiment, donc j'appartiens à aucun de vos univers respectifs. Et avant de travailler dans ce service, depuis 3 ans, j'ai travaillé sur les questions d'industrie, d'environnement et de ressources humaines. Donc vous voyez, les fonctionnaires de la Commission sont appelés à changer de secteur et n'être pas forcément des spécialistes dans le domaine dans lequel ils sont censés travailler. Mais enfin, ils apprennent aussi à devenir des spécialistes au bout d'un certain temps. Alors, je vais essayer de vous présenter d'abord très brièvement le 7e PCRD. Qu'est-ce qu'on a fait dans le 7e PCRD pour les activités SIS, enfin Sciences et Sociétés. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau programme cadre de recherche qui est en cours d'adoption, qui s'appelle non plus le 8e PCRD, puisque ça c'était trop facile, on a appelé ça Horizon 2020, et dans le jargon Edge 2020, pour être branché, comme on dit. Et donc, ce programme est en cours d'adoption, tant au niveau budgétaire, puisque la négociation sur le cadre financier pluriannuel a été finalement agréée par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil extraordinaire des 7 et 8 février, mais il reste encore donc l'avis du Parlement européen. Et d'autre part, donc, l'adoption législative de H2020 qui est toujours en cours de discussion entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, très brièvement, d'abord le programme Sciences dans la société dans le FP7, dans le PCRD, le 7e PCRD. Donc globalement, la Commission a financé entre 2007 et 2013 à peu près 200 millions d'euros de projets dans ce secteur. Le dernier appel à proposition 2013 a été publié donc en juillet 2012. Nous sommes en cours d'évaluation des projets et ça portait sur à peu près 80 millions d'euros. L'essentiel étant de la recherche compétitive, c'est-à-dire donc avec appel à proposition, évaluation et donc sélection des projets. Donc nous sommes actuellement, lundi et mardi j'étais en évaluation, nous sommes en cours de faire les évaluations des projets, enfin des propositions des consortiums qui nous ont été présentés dans le cadre de cet appel. Il faut savoir que le programme Sciences et Sociétés existe à peu près depuis 2000 sous diverses appellations. Il s'est appelé SAS, SIS, et maintenant il va s'appeler Science with and for Society dans le cadre d'Horizon 2020. Les principales conclusions qu'on a pu tirer à travers les évaluations du programme externe ou interne sont les suivantes. Je dirais il y en a trois les plus importantes, sur lesquelles d'ailleurs on va bâtir, on est en train de travailler sur la suite. C'est d'abord que le déficit modèle dont on a parlé, c'est-à-dire finalement une simple communication, ne peut pas permettre de faire accepter la technologie ou la science par les citoyens. Ça c'est la première grande conclusion. La deuxième grande conclusion, c'est que la diversité dans la recherche et l'innovation est absolument fondamentale. Et la troisième grande conclusion de toutes ces évaluations, c'est qu'il est absolument nécessaire d'engager les citoyens et la société dès l'origine, dès le démarrage de la recherche, enfin des processus de recherche et d'innovation. Donc ça, c'est les trois grandes conclusions, je dirais, qui ont été tirées par le programme Sciences dans la société. Alors il faut savoir que depuis 2010 à peu près, il y a eu des changements de personnes, il y a eu des changements aussi dans les programmes de travail annuels, et on a essayé de réorienter le programme vers la création d'un cadre de gouvernance qui est financé par Sciences et Sociétés, par le programme, pour essayer de mettre un peu plus en adéquation, si vous voulez, faire travailler d'abord tous les acteurs de recherche, tous les acteurs de la société vis-à-vis de la recherche, ensemble, mais aussi mettre en adéquation le processus et le résultat de la recherche avec les valeurs, les besoins et les attentes de la société européenne, si tant est qu'une société européenne existe et qu'elle ne soit pas la simple addition des différentes sociétés nationales. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc, ce cadre que nous souhaitons bâtir, que nous avons bâti, s'appelle la recherche et l'innovation responsable. Alors, en français, ça sonne pas très bien. En anglais, ça s'appelle Responsible Research and Innovation. Ça, c'est le concept qu'on a essayé de faire émerger depuis 2010
et qu'aujourd'hui nous essayons, puisque c'est pas définitif, de rendre opérationnel et de mettre en œuvre dans le nouveau H2020, dans le nouveau programme cadre de la recherche communautaire. Voilà. Alors, pour vous expliquer, notre concept de recherche et d'innovation responsable comporte finalement six volets. Je vais essayer de vous les résumer très brièvement, mais qui sont, d'après nous, assez importants. D'abord, le premier volet concerne l'engagement de la société et des citoyens. Donc quand on parle de l'engagement de tous les acteurs sociaux ou sociétaux, c'est les chercheurs, la société civile, les policymakers, je ne sais pas comment on dit en français, les décideurs, hein, l'industrie. Et ça, pour nous, c'est l'épine dorsale du programme aujourd'hui Sciences et Société, dans la société. Actuellement, nous avons un projet pilote qui est assez novateur d'ailleurs, qui s'appelle Voices. Et ce projet pilote est mené avec le réseau des musées de recherche, de sciences, qui s'appelle Excite, dont le secrétariat est basé à Bruxelles d'ailleurs, et qui est l'idée de faire définir l'agenda politique au niveau communautaire par des citoyens. Donc j'étais à Paris là au musée des sciences il y a 15 jours et donc on a fait des focus group dans toute l'Europe entière pour alors évidemment comme c'est un pilote, on l'a fait sur un sujet de recherche assez restreint qui s'appelle la gestion des déchets urbains. Donc on a mis des citoyens et on les a fait parler sur la thématique des déchets urbains et on est en train d'essayer actuellement de consolider toutes les réflexions qui nous ont été données pour fixer l'agenda du programme environnement section déchets urbains et mettre un input des citoyens là-dedans. Et on va essayer de généraliser l'idée de ce pilote, c'est dans H2020, de généraliser l'input que les citoyens ou la société peut donner sur les agendas politiques de la recherche. Donc c'est un sujet assez intéressant qui rejoint donc l'engagement de la société dont je parlais. Alors le deuxième volet important de notre programme, c'est la dimension du genre dans la recherche. Donc bon, je ne vais pas vous expliquer cela, mais il semble que 50% des acteurs finalement de la recherche, c'est-à-dire les femmes, sont relativement oubliés ou ne sont pas suffisamment à leur place. Donc le programme SIS et également donc, le Responsible Research and Innovation essaye d'intégrer la dimension du genre, c'est-à-dire de rééquilibrer notamment par des financements à des institutions de recherche la place des femmes notamment au niveau des PhD par exemple, mais également dans le contenu de la recherche. On s'est aperçu par exemple que dans certains domaines scientifiques les femmes n'étaient pas prises en compte. Par exemple pour les médicaments, on s'est aperçu que les tests je crois que c'est assez connu d'ailleurs, hein, sur les tests pour les médicaments se font systématiquement sur des hommes et que en fait les dosages de médicaments n'ont pas les mêmes effets selon le sexe de la cible. Donc là on essaye de faire ce qu'on appelle le gender dimension in research content, c'est-à-dire d'avoir donc une dimension du genre dans le contenu de la recherche. Le troisième volet donc du programme concerne l'accès aux données, l'accès libre aux données, enfin en bon franglais open access on appelle ça. Donc la Commission souhaite que les résultats scientifiques puissent circuler librement et être facilement accessibles. Donc aujourd'hui ça signifie quoi? Ça signifie un accès online gratuit des résultats de la recherche qui sont financés sur des fonds publics. Donc pour nous évidemment au niveau du programme cadre, mais comme on considère, enfin la Commission considère que l'open access permet de stimuler l'innovation et de créer une certaine transparence entre les acteurs de la recherche. Nous avons également produit une recommandation aux États membres. Alors une recommandation en droit communautaire n'est pas une norme qui est obligatoire, mais c'est une incitation donc d'adopter la même approche. C'est-à-dire donc cette recommandation propose aux États membres, aux 27, qu'ils adoptent cette approche et que les résultats financés sur des fonds et des programmes nationaux de recherche soient donc accessibles de la même manière que ceux qui sont financés par le PCRD. Et nous avons également, nous sommes en train de préparer un projet pilote d'accès libre aux données, seulement dans certains domaines du H2020, donc je parle des données, je ne parle pas des publications, là, des données des chercheurs, dans le programme H2020, mais tout en tenant compte de certaines restrictions liées notamment à la vie privée, aux droits de propriété intellectuelle, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes liés donc à ces programmes de recherche.
La quatrième dimension donc, du programme, de notre programme, c'est l'éthique. Là aussi, la société européenne est fondée quand même sur un certain nombre de valeurs communes. Et la Commission suppose que la recherche et l'innovation doivent être fondées sur les normes éthiques les plus élevées, ainsi que sur les droits fondamentaux qui sont reconnus donc à l'être humain. Et là encore, dans le programme H2020, la Commission va rechercher, donc va promouvoir l'éthique évidemment, notamment il y a ce qu'on appelle une ethic review de tous les projets de recherche qui sont financés au niveau communautaire. Et en parallèle, donc la Commission cherche à lancer une coopération beaucoup plus active avec les États membres, mais au niveau international, dans le domaine de l'éthique. Alors, le cinquième aspect du programme concerne ce qu'on appelle l'éducation aux sciences, ou l'enseignement des sciences, Science Education en anglais. Et le programme considère que, la Commission considère que la démocratie est fondée sur un consensus entre des personnes qui doivent être informées, donc les citoyens, et donc par conséquent que l'enseignement des sciences est absolument fondamental pour avoir une recherche et une innovation qui soient responsables. Donc l'Europe vise à accroître le nombre de chercheurs, mais également à fournir aux chercheurs et à l'ensemble des acteurs de la société de la connaissance des outils pour participer au processus de recherche et d'innovation et d'assumer les responsabilités qui sont liées à de tels processus. Et donc là encore, il y a des financements qui sont aujourd'hui disponibles dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement des sciences, mais également ça sera pérennisé probablement dans le nouveau programme de recherche. Alors, oui, j'ajoute un dernier aspect qui est important, qui a été mentionné d'ailleurs ici, c'est la gouvernance. C'est aussi un des éléments clés du programme. Donc, la volonté de développer des modèles de gouvernance qui soient efficaces pour une recherche et une innovation responsable. Donc là, actuellement, nous essayons de diffuser un ensemble de bonnes pratiques liées à alors je n'ose pas le dire le mot parce qu'ici aujourd'hui ça fait un peu gag, mais de boîte à outils, donc de toolbox. Je fais référence au champ politique, bien entendu. Donc on a une boîte à outils avec un ensemble de bonnes pratiques qu'on essaye de diffuser à l'ensemble des acteurs au niveau européen et que nous avons également financé. Et le dernier aspect qui est très important pour nous, qui n'est pas vraiment une clé du programme, mais qui est transversale, c'est la communication. Donc là aussi, la Commission essaye de promouvoir une forme de communication qui ne soit pas, je dirais, top-down, ou qui ne soit pas vraiment les chercheurs qui font quelques brochures vis-à-vis des citoyens ou de la société, mais avoir un modèle de communication qui soit bilatéral, enfin qui soit dans les deux sens, c'est-à-dire les citoyens vers le monde de la recherche, mais le monde de la recherche vers les citoyens. Et aujourd'hui, c'est probablement un des aspects les plus épineux et les plus difficiles au niveau européen également. Mais je sais que ça a été mentionné à cette table à différents moments. Alors ça, c'était pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait dans le FP7. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans Horizon 2020, qui est donc le nouveau programme? Alors, d'abord, il faut savoir que le nouveau programme cadre de recherche communautaire est toujours en discussion. Alors, d'une part sur le plan budgétaire et d'autre part sur le plan législatif. Alors, sur le plan budgétaire, le sommet de Bruxelles, enfin le Conseil extraordinaire de Bruxelles, a finalement arrêté le niveau de crédit d'engagement de l'Europe, enfin l'ensemble des programmes communautaires, à 908 milliards d'euros. Donc quand je parle de 908 milliards d'euros, c'est sur la période de programmation, pour être précis, entre 2014 et 2020. Ça, c'est la totalité. Ça inclut évidemment la PAC, ça inclut les fonds structurels et la recherche. C'est plus de 100 milliards de moins que ce qu'avait proposé la Commission. La Commission avait proposé 1025 milliards d'euros. Donc le Conseil, les ministres ont réduit de plus de 100 milliards d'euros. La Commission avait proposé pour la recherche globale communautaire, alors quand je parle du programme de recherche, ça va des nanotechnologies, la science et la société. La proposition de la Commission était de 80 milliards d'euros. Finalement, les chefs d'État et de gouvernement ont réduit le montant proposé par la Commission à 70 milliards d'euros, c'est-à-dire une diminution considérable des fonds qui avaient été proposés par l'exécutif communautaire. Alors,
le budget n'est pas connu, donc je peux pas sans faire de boutade, je ne peux pas vous donner le montant qui sera alloué à notre programme, parce qu'on ne connaît pas l'enveloppe finale qui sera allouée au programme de recherche sur la période de programmation de 7 ans, puisque le Parlement européen doit donner un avis conforme, c'est-à-dire qu'il doit accepter ou rejeter la proposition des chefs d'État. Le Parlement européen a déjà fait savoir qu'il acceptait le niveau de crédit d'engagement, mais en revanche qui se réservait la possibilité de redistribuer les fonds entre les différents programmes. Il est probable que le programme de recherche devrait probablement pas diminuer, mais plutôt augmenter suite à la volonté des parlementaires européens. Quel programme de recherche ? L'ensemble. L'ensemble. Donc on a 70 milliards, on devrait augmenter peut-être à 72, 73. Le Parlement est en train d'essayer de ramener le curseur vers tout ce qui est compétitivité et croissance, et la recherche est considérée par les parlementaires européens comme un facteur important de la compétitivité. Alors l'autre volet, c'est la dimension, et ça on ne le saura pas avant le mois de juillet, puisque le Parlement décidera en principe à sa session du mois de juillet 2013. Vous voyez pourquoi d'ailleurs le Parlement européen est un acteur très important de la politique de recherche. C'est assez étonnant, mais quand on vote pour les parlementaires européens en France, on vote aussi pour ça. La partie législative, donc c'est l'adoption du programme, elle se fait avec deux aspects, un règlement et une décision. Là encore, donc la Commission a fait une proposition, c'est son rôle. Le Conseil a mouliné la proposition, et aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle une procédure de navette entre le Parlement et le Conseil et la Commission. Ça s'appelle un trilogue, et donc nous sommes actuellement au milieu du trilogue et la discussion. Et ce trilogue est très important pour nous, notamment pour notre programme, parce que il n'y a pas d'accord, et je vais vous expliquer, sur la place que devra occuper Sciences et Société dans le prochain programme de recherche communautaire. Alors, mais avant de parler de ça, je vais revenir un petit peu si vous voulez, à la structuration du nouveau programme. Alors, le programme H2020 va s'organiser autour de 3 thématiques. La première, c'est Excellent Science, la science excellente, je ne sais pas comment on peut le traduire en français. Le deuxième pilier s'appelle Industrial Leadership, et le troisième pilier, et là c'est très important, c'est les défis sociaux, Societal Challenges. Donc, un des piliers importants du programme, c'est la volonté affichée par les États membres et la Commission que la recherche réponde aux défis sociétaux et aux défis sociaux, c'est-à-dire le changement climatique, les problèmes d'OGM, les problèmes énergétiques, etc., etc. Dans le cadre donc de ce troisième pilier, au jour d'aujourd'hui, le Conseil et la Commission ont identifié 7 défis, 7 challenge, enfin je ne sais pas comment on dit en français, 7 défis, et dans le sixième défi, s'appelle Inclusive, Innovative and Reflective Societies. Et donc, pour l'instant, le programme Sciences dans la société est dans le deuxième sub-challenges, c'est-à-dire le deuxième sous-défi, qui s'appelle Innovative Societies. Donc, et dans ce défi 6.2, il y a un sous-point qui s'appelle 6.2.4, qui s'appelle Societal Engagement in Research and Innovation, donc l'engagement social dans la recherche et l'innovation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, sans qu'on connaisse précisément le contenu et sans qu'on connaisse précisément quel budget sera alloué à ce programme. Alors le Parlement européen, encore lui, a proposé d'individualiser les activités sciences dans la société, de les retirer de ce sixième défi et de les mettre dans la première partie du programme cadre, c'est-à-dire la science excellente, comme disons un défi transversal qui touche l'ensemble du programme Horizon 2020. Donc il a déposé un amendement qui est en cours de discussion avec le Conseil et avec la Commission européenne. Et cet amendement donc, a été fait pour donner une plus grande visibilité aux questions de science, des relations entre la science et la société, et de donner un budget renforcé à ces questions-là. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qui va être fait de cet amendement, puisqu'il est toujours en discussion, mais il semblerait qu'il y ait une certaine chance à ce qu'il soit adopté. Et alors, le Parlement propose de qualifier, de nommer ce nouveau programme Science with and for Society. Ça serait le nouveau
la nouvelle appellation du programme. Alors, la proposition du Parlement donne deux objectifs. Le premier est donc attirer de nouveaux talents vers la science et l'innovation, notamment en rendant les carrières scientifiques plus attractive pour les étudiants et en promouvant la dimension du genre dans le monde scientifique et dans le contenu de la recherche. Et le deuxième objectif de ce programme, c'est de construire un dialogue dans les deux sens entre la science et la société, en incorporant la connaissance scientifique dans les processus décisionnels, en faisant avancer le processus de recherche responsable et en s'assurant que les préoccupations éthiques sont prises en compte dans les processus scientifiques. Voilà, ça c'est l'amendement du Parlement. Et bien entendu, notre service est assez favorable à aller dans ce sens-là. Alors dernier aspect très brièvement, l'ensemble des clés que je vous ai données qui fondent le concept de recherche et d'innovation responsable se retrouvent également dans la partie de définition du programme du règlement. Donc dans le règlement communautaire qui va lancer qui va adopter, si j'ose dire, le nouveau programme Horizon 2020, on retrouve notamment un article sur la dimension du genre, un article sur l'éthique, un article sur l'engagement des citoyens, etc., etc. Donc l'ensemble des problématiques SIS, normalement, devrait se diffuser dans l'ensemble des différents sous-programmes, que ça soit l'aéronautique, les nouvelles technologies, food, agriculture, etc., etc. Donc l'idée, c'est quand même que notre programme soit, là encore, excusez-moi, mainstreamé dans l'ensemble des différents programmes de recherche communautaire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et désolé pour le jargon, malheureusement nous ne travaillons qu'en anglais à la commission maintenant, ce qui est bien regrettable, mais j'espère vous avoir donné un aperçu sur la politique au niveau communautaire dans votre secteur finalement, qui est aussi le mien. C'est comme vous voulez, c'est effectivement, si c'est une décision collective, nous on s'adapte. Donc si vous êtes tous d'accord, s'il n'y a pas de souci. Tout à fait, bien sûr, hein, moi je suis d'accord, mais ça, pour le traiteur, ça ne lui pose pas de problème. Le repas est prêt, il vous attendra, hein, c'est un buffet froid. Donc. On va y aller. Simplement, ce qu'on vous demandera, c'est qu'il faut qu'on ait quand même le temps pour les ateliers, donc qu'on prenne le temps minimum pour déjeuner. Je suis désolée, mais effectivement, je pense que le temps de questions est important, allez-y. Moi, je voulais juste, Alain, parce que j'avais demandé à Alain de nous rejoindre, justement, savoir s'il avait des choses à lui dire par rapport à cette question de définition, mais tu n'es pas obligé, hein. Vraiment pas. Et donc... Et en attendant, on va passer peut-être là. Non, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il faudrait éviter de tomber dans l'exclusivisme des approches, de condamner des approches qui seraient un peu plus top-down ou un peu plus pédagogie classique, et de les mettre en opposition avec les sciences citoyennes, le crowdsourcing, la participation. Ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, deux petites questions très brèves. La première, Laurent Dartigue, chercheur CNRS et puis fondateur et cofondateur et président de l'Université populaire de Grenoble. Je voudrais rebondir sur ce que Pierre Cornu a dit à propos de la norme. Parce que, effectivement, et la première question, est-ce que ne poindrait pas le risque que, à partir de l'idée de reconnaître les actions sciences et sociétés, comme vous dites, on ne crée pas une nouvelle norme, un nouvel impératif. Le métier académique doit est décliné depuis le chercheur, enseignant-chercheur jusqu'à l'ingénieur de recherche, etc. Et qui fait violence à la fois au fait qu'elle relève de désirs, et ça a été souligné ce matin, désirs d'individus, ils sont singuliers et ils sont variés, que ça renvoie également à des spécificités de sections qui ont été soulignées ce matin, et à l'intérieur des sections des disciplines et des écoles, etc. Que ça renvoie également au fait que la science n'est pas produite que par des personnes, c'est aussi des institutions, les lieux de fabrication sont bien divers. Et au bout, j'ai bien peur qu'on produise le mouton à cinq pattes, hein, celui qu'on pourrait déduire d'une lecture un peu hâtive des statistiques que nous a livré Pablo Jensen ce matin, qui serait une sorte de super Dupont académique, hein, un super administrateur, super vulgarisateur, super producteur de connaissances. On a entendu ce matin, ce serait le chercheur équilibré. Alors, si on doit
si on doit nettoyer le champ scientifique des personnes qui ne sont pas équilibrées, il n'y aura plus personne dans le champ scientifique. Enfin, ça me paraît à peu près évident. Plus sérieusement, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre Cornu, c'est un processus créatif, et comme tout processus créatif, on ne sait jamais bien d'où vient le bon coup. L'erreur, la mauvaise idée, l'idée saugrenue sont indispensables au champ. Et à ce titre, et je rebondis encore une fois sur ce qu'il a dit, un univers qui serait gouverné par la concurrence, par les mots de projet, d'excellence, etc., sont assez contre-productifs au fonctionnement d'un champ créatif. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, je m'arrêterai là, ça serait pour la question du journalisme, parce que très bien qu'on forme des journalistes scientifiques, c'est mieux que rien, mais est-ce que c'est pas un peu vain si on ne réfléchit pas sur la structure du champ médiatique aux mains de groupes qui fonctionnent sur d'autres modalités que la diffusion, et dans un univers structuré là aussi par une concurrence féroce qui fonctionne sur le scoop et sur le coup d'avance. Donc imaginez que la formation serait suffisante et ne pas intervenir politiquement au niveau de la structure du champ médiatique, est-ce que c'est pas un peu court? Alors, je vais répondre juste là-dessus. Alors, avant la fin, avant votre dernière phrase, j'allais dire, on va faire déjà ce qu'on est capable de faire quant à faire évoluer la structure globale du champ médiatique. Je ne vois pas comment le ministère de la Recherche peut faire. Maintenant, avec la dernière phrase, je dirais que je suis encore plus inquiète parce que je vois pas vraiment comment l'État peut se mettre à contrôler véritablement la façon dont la presse fonctionne, de façon en tout cas réglementaire ou arbitraire. Ceci étant, quand on peut faire évoluer ça en faisant aussi évoluer la façon dont les journalistes résistent ou pas aux pressions qu'ils ont. Il y en a qui résistent quand même un petit peu mieux que d'autres. Bon, et la formation est un moyen pour les jeunes journalistes de leur donner une déontologie de leur métier qu'ils n'ont pas forcément. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Évidemment non. Bon, mais il faut empoigner les choses par un bout déjà. Voilà. Maintenant c'est modeste, mais c'est faisable. Autre question? Il y a une question là, Isabelle, de monsieur Olivier. J'ai une petite question assez pragmatique. Je suis d'accord avec 90% de tout ce qui a été présenté ce matin, mais vous avez parlé d'une dualité entre la compétition et le temps nécessaire à ces actions. Et le problème, c'est qu'on nous complexifie le côté compétition avec des systèmes d'appel à projets de plus en plus divers et variés qui prennent de plus en plus de temps à répondre. Et si on met aussi une demande forte dans l'autre côté de la balance, il y a un moment, il faut qu'on dorme aussi, donc comment on fait? Je trouve que c'est deux idées qui sont totalement antagonistes et qui sont menées en parallèle au niveau du ministère ou au niveau de... Alors, au niveau là, de ce que j'ai présenté, l'idée, c'est pas de vous donner plus de boulot, c'est plutôt de voir comment on organise ce qui est fait et ce qui se fait globalement. Après, sur les appels à projets, c'est vraiment quelque chose qui dépasse la culture scientifique et technique. Il est en préparation, et là, ça sera dans la loi, une évolution de l'ANR, de la conception des projets de l'ANR, de la façon aussi dont les chercheurs seront invités à essayer de ne pas être en concurrence entre les projets européens et les projets de l'ANR, c'est-à-dire sollicités à aller à tous les guichets et puis à passer plus leur temps à faire du commercial qu'à faire de la recherche. Donc là, il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être prises, donc pour ça. Voilà. Alors après, exactement comme dans votre table ronde, entre les mesures et puis la pratique, il y aura probablement encore un écart. Mais au moins, ça va être inscrit dans le texte législatif. Une question un peu pragmatique à M. Andréonet. Par rapport à tout ce que vous nous avez explicité, le fait que, si j'ai bien compris, donc tout le programme du 7e PCRD clairement identifié soit repositionné dans le point qui est la recherche d'excellence, c'est ça ? De façon transversale. En termes d'appel d'offres, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les projets d'excellence en recherche seront associés
avec les priorités telles que vous les avez déterminées autour du fait qu'il faut éduquer, participer aux politiques, participer à éduquer le politique pour des meilleures décisions, s'assurer qu'il y ait une recherche responsable, plus d'éthique, comment engager le citoyen. Donc, est-ce qu'on va avoir, comme au 7e PCRD, des appels très clairement identifiés qui vont mobiliser des acteurs autres que ceux de la recherche, ou est-ce qu'on va avoir des appels qui, de fait, vont accompagner des projets de recherche de sciences expérimentales, de sciences humaines Est-ce que je peux compléter, parce que je pense que je vois le sens de ta question. On voit dans le 7e PCRD, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait vraiment des projets qui associaient les centres de sciences. Il y a plein de structures. On a l'impression que là, on resserre sur la recherche stricto sensu. Non, de toute façon, bon, pour les projets au niveau européen, nous sommes tenus, de par notamment les règles de concurrence qui sont dans les traités, toujours de faire de manière compétitive. Donc, nous ne pouvons pas faire de recherche dans des cas exceptionnels non compétitifs. Donc ça veut dire qu'on soumet toujours à des appels à propositions. C'est le mode normal qui doit respecter le principe donc d'émulation de la concurrence. Je ne fais pas de commentaires là-dessus, chacun va penser ce qu'il a à penser, mais nous sommes contraints par des textes juridiques de ce point de vue. Le positionnement du programme, soit dans la partie où il est aujourd'hui, ou soit dans la partie Excellent Science, ne va pas tellement changer les règles, si vous voulez, les règles seront les mêmes. La seule chose, c'est qu'en le mettant à ce niveau-là, l'idée, c'est aussi que dans chaque sous-programme du PCRD, il puisse y avoir, par exemple, je ne sais pas, prenons le programme nanotechnologie, il y ait aussi peut-être un projet dédié à la relation de ce secteur-là avec la société. Donc c'est-à-dire de faire ce que je disais, je ne sais pas comment on dit en français, mainstreaming, c'est-à-dire diffusion, si vous voulez, des sciences. Parce qu'aujourd'hui, on est d'un programme spécialisé, mais finalement, on n'a pas tellement de rapport. C'est-à-dire on tourne un peu dans notre petit bocal, si je peux dire ça comme ça. L'idée, c'est justement, maintenant, c'est ce qu'on a fait aussi avec ce pilote sur les déchets. C'est-à-dire, on a un certain nombre ça fait 10, 12 ans, 13 ans que ce programme, sous diverses formes, existe. L'idée, c'est de prendre les conclusions du programme et maintenant de réellement les appliquer dans chaque secteur de la recherche communautaire. Donc la recherche communautaire, elle va, je vous dis, des nanotechnologies à l'aéronautique en passant par la voiture du futur ou je ne sais quoi. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer que ça soit pas un truc de spécialiste, mais que tout ce qu'on a récupéré comme information, comme pratique, comme conclusion, soit ensuite diffusé dans les différents morceaux du programme Horizon 2020, selon les modalités classiques, je dirais, d'appel à proposition. Et donc on est à chaque appel à proposition, donc par exemple quand il y aura un appel nanotech, il y a peut-être je prends ça, mais j'en sais rien, mais dans le premier appel à proposition de 2014, qui sera, ça je vous ai pas dit, mais qui sera légèrement décalé par rapport aux autres années, puisqu'on va lancer les appels à proposition à la fin de 2013 et non pas en juillet 2013 pour une mise en œuvre en 2014 à cause des problèmes budgétaires et réglementaires, mais qu'on ait la possibilité, donc chaque sous-programme du H2020 puisse permettre d'avoir une dimension sociétale, si vous voulez, parce que le sociétal je dirais dans tout ce qui est couche politique, explication, c'est quand même un des points importants que la Commission a voulu mettre en évidence, mettre en exergue. Donc il y a tout un discours aujourd'hui de la Commission sur relever les défis sociétaux par la recherche. Ce qui est quand même assez novateur, parce qu'avant le programme cadre, c'était quand même quelque chose qui a été fait par des techniciens, par des spécialistes. Là, il y a une volonté vraiment de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à la société européenne, à l'Europe, notamment, un des instruments, c'est le programme de recherche communautaire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors je vous demande vraiment d'être très très bref sur vos questions, si c'est vraiment des questions. En attendant que le micro arrive, moi je voudrais juste demander un truc très pragmatique, c'est et l'argent dans tout ça, parce que au ministère, là je demande, puisque donc le CPER se termine à la fin de l'année, et bon d'accord, mais si on renvoie vers les régions et qu'on est plus sur les questions de stratégie, d'où va venir l'argent ?
Je me garderai bien d'entrer dans les questions de CPER. Je suis notoirement incompétente là-dessus et c'est très compliqué. Hier, on avait une réunion à la DATAR où les SGAR eux-mêmes, qui doivent connaître ça par cœur, demandaient anxieusement quid du CPER au DATAR et à Roger Genet, et pas de réponse. C'est-à-dire, pour le moment, on ne sait pas encore ce que deviendra le CPER. Mais enfin, normalement, il se termine en 2014, le CPER. 2013, c'est fin 2013. Non, c'est juste que nous ne passions pas à la trappe des réductions budgétaires entre deux zones d'incertitude. Voilà. Oui, non mais... Donc alors, une question, est-ce qu'il y a juste pour vous savoir, il y a d'autres questions ou ça sera la dernière ? Ok, bon, dernière question. Donc, Bertrand Bocquet, Université de Lille. Donc, je reviens un peu sur rapidement, le... Pardon ? Rapide à la question. Oui, rapidement. La force de la recherche, c'est effectivement sa disciplinarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on creuse de plus en plus les sillons disciplinaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment on fait sens sur l'ensemble ? Donc ces aspects un peu transdisciplinaires, justement, pour essayer de refaire sens et recoller à une demande sociale de recherche, ne peut se faire que par transdisciplinarité et ne peut se faire, à mon sens, que dans une contextualisation des recherches. Il s'est posé la question de que ce champ, sciences et société, fasse l'objet de recherche en tant que tel. Moi, je suis tout à fait favorable à ça, pourvu que dans ce champ, eh bien, puissent se côtoyer des scientifiques, des sciences et technologies et des sciences humaines et sociales. Est-ce que il ne serait pas intéressant que le ministère, par une direction sciences et sociétés interministérielle, eh bien, favorise la création de petits laboratoires dans les universités qui puissent regrouper ces personnes issues de champs disciplinaires différents. Moi, je prends la remarque. Je crois qu'on est en construction aussi de cette, je ne sais pas s'il faut dire transdisciplinarité, pluridisciplinarité. Bon, il y a les deux d'ailleurs. Et pourquoi pas ? Enfin, là, c'est quelque chose à voir. Et en plus, c'est un domaine universitaire. Il faudrait plutôt poser la question à ma collègue de la DGCIP qui connaît beaucoup mieux le fonctionnement des universités. Mais a priori, je pense que le champ est ouvert. Et d'ailleurs, la créativité des chercheurs là qui vont se regrouper, proposer des choses devrait jouer. Mais rien n'est figé complètement là-dessus. Mais c'est clair que c'est impossible de... ce champ est véritablement l'opportunité, on va plutôt le dire de façon positive, de mieux donner du sens et faire fonctionner ou faire émerger l'interdisciplinarité. Parce qu'elle fonctionne déjà. Enfin, vous travaillez tous en interdisciplinarité dans des domaines, même quelquefois très pointus. Ingria, mes matheux. Ok, merci beaucoup. Donc Isabelle va vous dire où se trouve le repas et on se retrouve à 14h30. Je te laisse la parole. Voilà, on s'excuse pour les ateliers qui seront du coup un tout petit peu réduits, mais je crois que c'est important que tout le monde s'exprime. Le buffet a lieu au 2e étage, vous revenez dans le hall central et vous suivez le fléchage, donc c'est la salle Bria-Savarin.